Bien, alors merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, jusqu'à présent, pour celles qui sont ici depuis quelques heures, on a entendu parler d'orientation, d'étanchéité, d'efficacité énergétique. Et ça, c'est très bien parce que c'est les bonnes questions qu'on doit se poser quand on construit une maison. Mais par contre, une fois qu'on a fait ça, on peut se demander, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller jusqu'à même produire ma propre électricité? Et c'est de ça dont je vais vous parler. En fait, moi, je vais rester pas mal à la base, là, répondre aux questions de base, démystifier l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque au Québec. Quelle est la pertinence de l'énergie solaire photovoltaïque dans un climat nordique comme le nôtre? Quelles sont les pertes dues à la neige? Quel genre de performance est-ce qu'on peut s'attendre d'un système solaire au Québec? Combien ça coûte? Est-ce que c'est rentable au Québec, un système solaire photovoltaïque? Quels sont les bénéfices environnementaux? Et ma collègue va poursuivre avec quels sont les impacts potentiels sur l'environnement et quels sont les impacts potentiels sur la santé. Donc, c'est ça, c'est de répondre aux questions de base. Là, et gênez-vous pas, par la suite, on aura une période de questions. Donc, je vais commencer par présenter la technologie. En fait, les systèmes photovoltaïques convertissent le rayonnement solaire en électricité. Et au Québec, on les retrouve principalement dans les chalets, donc les systèmes isolés. Donc, quand on est finalement pas raccordé au réseau d'Hydro-Québec, il y a des surcoûts pour se raccorder au réseau de distribution. Ça peut être d'au moins 10 000 $ par kilomètre, c'est parfois plus. Donc, les applications qui sont sur les chalets sont les plus utilisées toujours aujourd'hui. Ensuite de ça, depuis 2006, on a le droit de se raccorder au réseau. Il y a un programme, une option pour ça d'Hydro-Québec. J'en ai pendant la présentation. Donc, les maisons net zéro et bibliothèques net zéro, on voit que pour atteindre l'objectif net zéro, on doit installer l'autoproduction, système solaire photovoltaïque. Donc, un toit ici de 3 kW à Eastman et la bibliothèque de Varennes qui a un toit de 110 kW. Par la suite, on peut aussi les installer sur des stationnements, donc des ombrières solaires qui protègent finalement la voiture là, d'un surplus de soleil pour pas trop réchauffer la voiture, protéger la pluie, tout ça. Donc un gros système au Simons de Québec, 1 MW. Et ensuite, on a les systèmes qui sont distribués, donc éparpillés sur le réseau. Ensuite, on a aussi des systèmes qui sont centralisés. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. On en a 2 raccordés au réseau au Québec. Il y a le plus gros, c'est la centrale donc de la Prairie, 8 MW solaire, donc une centrale de démonstration dans la région de Montréal. On a aussi le centre de l'IREC, le centre de recherche d'Hydro-Québec, qui a une centrale de 1,5 MW en Montérégie. Et une plus petite centrale à Quactac, donc au Nunavik, de 21 kW, qui alimente en partie une communauté éloignée. Donc, ce sont les applications qu'on retrouve au Québec. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, on a environ 800 raccordés au réseau. C'est sûr qu'il y a plus de chalets éparpillés à travers le Québec, mais pour les systèmes raccordés au réseau, on en comptera environ 800. Et l'objet, mais on va sans doute en voir de plus en plus parce que l'objectif d'Hydro-Québec d'ici 2035, c'est de raccorder au réseau 125 000 clients. Donc, c'est un objectif très élevé. Moi-même, je suis pas sûr que j'aurais mis un objectif aussi élevé, mais donc la technologie va prendre de l'essor dans les prochaines années. Donc, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, donc on connaît tous le panneau solaire qu'on voit sur la maison. En fait, le panneau est constitué de modules solaires photovoltaïques, comme on voit ici. Donc, le panneau. Et les modules sont généralement maintenant, je vous dirais, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est beaucoup du silicium monocristallin. Donc, c'est une apparence ici plutôt sombre. À une certaine époque, on avait aussi du polycristallin, donc constitué de plusieurs petits cristaux qu'on pouvait voir, mais cette technologie-là est plus vraiment produite. Et parfois, on trouve certains produits aussi en couche mince. Donc, une autre façon de fabriquer d'autres matériaux qui ont une apparence plus homogène, qui peut être intéressant pour certains produits spécialisés. Donc, les modules peuvent être appliqués sur le toit avec des rails et on fixe ça sur le toit ou peuvent même être intégrés au toit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le module sert de revêtement extérieur et de panneau solaire en même temps. Donc, si on enlève le module intégré au toit, on aura un trou dans la toiture. Donc, ces produits-là sont plus esthétiques, mais aussi coûtent plus cher.
Donc, le panneau va produire de l'électricité en courant continu, mais nous, dans nos maisons, en général, on utilise du courant alternatif. Donc, le courant va arriver ici, bon, une boîte de jonction avec un fusible pour protéger le panneau, mais va ensuite être acheminé à l'onduleur, qui est le dispositif qui va convertir le courant continu en courant alternatif qu'on va pouvoir utiliser dans la maison. Donc, le courant se rend jusqu'au panneau électrique et là, les charges électriques de la maison vont consommer cette électricité. Donc, si le panneau solaire n'est pas assez puissant pour répondre aux besoins de la maison, ben, on pourra faire l'appoint avec la ligne de distribution qui va donc nous fournir la différence en électricité. Par contre, si on est une journée d'été, il fait très beau dehors et on est parti travailler à l'extérieur, il se peut que la maison produise un excédent d'électricité. Et donc, si on est raccordé au réseau électrique, notre électron solaire va passer par le compteur, qui sont maintenant bidirectionnels, donc c'est-à-dire qu'ils mesurent l'électricité qu'on consomme du réseau, mais aussi l'électricité qu'on exporte sur le réseau. Et donc, on va venir injecter notre électricité sur la ligne de distribution et vraisemblablement, il sera consommé par le voisin, par le plus proche voisin, qui sont tous raccordés sur le même transfo. Donc, les onduleurs, bon, ça peut être un onduleur unique, qui a un appareil qui mesure à peu près cette grosseur-là, ou ça peut être aussi des micro-onduleurs qui sont fixés à l'arrière de chacun des modules. Donc, il y a certains avantages, un micro-onduleur, s'il y en a un qui brise, c'est pas tout le système qui est en panne. Et puis, ils ont généralement une durée de vie un peu plus élevée que les onduleurs. Donc, en fait, le module PV a une durée de vie, bon, il est garanti pour 25 ans, ce qui est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de produits, là, des voitures ou quoi que ce soit qui sont fabriqués qui durent garantie 25 ans. Et comme une voiture qui est garantie 5 ans, ben, la plupart des gens vont la garder une dizaine d'années. C'est la même chose pour les panneaux solaires. Généralement, ont une durée de vie de au moins 30 ans et parfois plus. Donc, il y a une petite dégradation au fil des ans, là, mais c'est tout de même assez résistant. Le maillon faible du système, c'est l'onduleur qui comporte des composants électroniques, donc des condensateurs qui, après une quinzaine d'années, généralement, vont avoir une défaillance. Donc, la durée de vie de l'onduleur, c'est une quinzaine d'années. Et donc, dans ce que je vous ai montré ici, il n'y a pas de batterie. Quand on est raccordé sur le réseau, on n'a pas besoin de batterie, sauf que s'il y a une panne d'électricité, l'onduleur va détecter qu'il n'y a plus de tension et donc va s'isoler du réseau. Ça, c'est dans la norme d'interconnexion. C'est une exigence d'Hydro-Québec, de façon à ce que si il y a une panne pendant le jour et qu'il y a du personnel qui font l'entretien des lignes, ça pourrait représenter un danger si on injectait de la puissance sur le réseau. Donc, l'onduleur est programmé pour détecter en une fraction de seconde que le réseau est en panne et va venir isoler la maison. Donc, il n'y aura pas d'électricité dans la maison, à moins que vous ayez du stockage. Donc, on peut ajouter du stockage, mais je ne m'étendrai pas sur cette partie-là parce que la conférencière suivante, Diane, va parler un peu plus là, des aspects de stockage dans les maisons. Donc, si je passe à la prochaine diapo, donc, si on est intéressé par l'autoproduction, en fait, on peut se prémunir de l'option de mesurage net pour autoproducteur. On contacte Hydro-Québec, puis bon, il y a des petites vérifications à faire, tout ça. En fait, c'est possible d'ajouter l'autoproduction, pas seulement pour le solaire, même si en pratique, là, la plupart des autoproducteurs sont des autoproducteurs solaires photovoltaïques. On pourrait aussi ajouter des mini-éoliennes, micro-hydroélectricité, de la géothermie, puis de la biomasse. Surtout quand on est sur un site agricole. Donc, le tarif s'applique à la fois pour les applications résidentielles, mais aussi agricoles, et les petites entreprises, donc qui ont des points de consommation inférieurs à 50 kW. Donc, la limite pour faire partie de l'option de mesurage net, c'est d'une vingtaine de kilowatts pour les résidences, donc qui sont en monophasé, et pour les commerces, c'est de 50 kW, donc pour l'approvisionnement triphasé. Ce qu'on me dit, comme pour la bibliothèque de Varennes, en ce moment, elle n'est pas admissible à l'option de mesurage net. Donc, en ce moment, elle produit l'électricité pour ses besoins seulement et le reste, elle le donne à Hydro-Québec. Ce qu'on nous dit à Hydro-Québec, c'est qu'ils sont en train de changer la réglementation. Le 50 kW sera bientôt amené à 1000 kW, ce qui est, disons, plus aligné avec les autres provinces du Canada en ce moment. Là, même l'Alberta a une limite de 1000 kW pour l'autoproduction commerciale.
Ensuite, bon, on peut se poser la question, OK, l'énergie solaire, c'est le fun, on produit de l'électricité, mais au Québec, est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Ben, en fait, quand on regarde le tableau ici, on note que à Montréal, on a quand même un gisement solaire assez intéressant. Pour chaque kilowatt de module de panneaux solaires, et 1 kilowatt, c'est environ 5 mètres carrés de nos jours, là, avec les modules, ou 2 modules et demi environ. Donc, pour chaque 5 mètres carrés de panneaux solaires, on va produire en moyenne 1185, 1200 kilowattheures par année. Donc, si on regarde, on se compare, disons, aux sites nordiques, Iqaluit, ou les villes côtières comme Vancouver ou Terre-Neuve, hein, on a un potentiel 20% supérieur. Par contre, le maximum d'ensoleillement, on le retrouve dans les prairies, donc en Alberta, où on ne trouve pas que du pétrole, mais aussi beaucoup d'ensoleillement, donc Manitoba, Saskatchewan, Alberta, où là, on produit environ peut-être 1300 kWh par kilowatt par année. Et maintenant, si on se compare aux autres pays du monde, l'Allemagne produit déjà 15% de son électricité à partir de systèmes solaires photovoltaïques. Et pourtant, ils ont un potentiel inférieur au nôtre. Faut pas oublier que Montréal, latitude 45, c'est environ à la hauteur de Bordeaux. Donc, c'est quand même au sud de l'Europe, au sud de l'Allemagne. Donc, c'est pas étonnant qu'on produise plus que l'Allemagne, plus que plusieurs sites au Japon. Naturellement, bon, on produit pas autant qu'en Égypte et qu'en Australie, mais tout de même, on a un potentiel assez intéressant. Maintenant, une autre question qui m'est parfois posée, c'est OK, mais est-ce ça a du sens de mettre des panneaux solaires vu la rigueur de nos hivers? Et à ça, je réponds qu'il faut pas oublier que 80% de l'électricité d'un système solaire photovoltaïque est produite dans des mois où il n'y a pas de neige. Hein, donc, en fait, l'hiver, ça représente environ 21% de la production d'électricité. Le gros de la production, naturellement, c'est en été, quand les jours sont plus longs. Au printemps, quand les températures sont plus fraîches, parce que oui, les systèmes solaires photovoltaïques produisent plus d'électricité ou plus haute puissance lorsque les températures sont fraîches. Donc, pour chaque 10 degrés de diminution de température, on produit environ 5% plus de puissance. Mais bon, on voit quand même que la distribution, c'est principalement en été. Et puis en hiver, ben, avec l'ennuagement, avec la neige, on produit un peu moins. Donc, je parle de neige ici, ce qui nous amène à la question qui m'est toujours posée. Quel est l'impact de la neige sur la production d'un système solaire photovoltaïque au Québec? Il faut voir que on n'a pas les mêmes hivers qu'on avait auparavant. Hein. Maintenant que les cycles de gel, dégel, la neige s'accumule, mais elle fond aussi. Donc, cette photo-là, elle a été prise le lendemain à 11 heures du matin, le lendemain d'une tempête de 10 cm. Et ce qu'on constate, c'est que, en fait, la journée ensoleillée, le soleil va passer à travers cette couche de neige-là et va venir réchauffer le module qui absorbe justement en partie ce rayonnement solaire-là. Il va venir faire fondre une petite couche de neige qui est en contact avec le module. Et comme le module est incliné, donc à 45 degrés ou au moins 30 degrés, ben ça va permettre justement à la neige de glisser en dedans de quelques heures. Un petit truc ici, il faut faire attention à la conception, justement de peut-être pas avoir une surface trop rugueuse au bas, de façon à ce que la neige puisse se dégager facilement. Moi, j'en ai un système sur ma maison installé en 2008. Et bon, c'est entouré de bardeaux d'asphalte et au fil des tempêtes de neige, la neige s'accumule sur le bardeau et finit par s'accumuler sur le système. Et comme je disais, avec nos hivers maintenant, il y a beaucoup de gel, dégel, ce qui fait que les pertes sont autour de Montréal de moins de 2% par année. Donc, notre 1200 kWh, on va peut-être perdre 2% de 1200 kWh. Puis à Gaspé, où on a des chutes de neige plus importantes, le laboratoire de Nergica, associé au Cégep de Gaspé, rapporte des pertes de l'ordre de 5%. Donc, la neige est pas un enjeu majeur, je vous dirais, par rapport à la production d'électricité.
Maintenant, si on regarde du point de vue des coûts, donc pourquoi est-ce que ça se développe partout à travers le monde? Hein? En ce moment, l'énergie solaire, c'est ce qui est le plus déployé dans le monde. En fait, ce qu'on installait en toute une année en 2007, aujourd'hui, on l'installe en une seule journée. C'est la technologie, une des formes les plus, les moins coûteuses d'énergie, de nouvelles sources d'énergie propre, au moins à travers le monde, moins au Québec. Au Québec, c'est plus l'éolien qui est toujours le moins cher, mais au solaire ailleurs dans le monde, c'est le cas. Donc, on constate que depuis 2010, ben, il y a une grande diminution du coût du module solaire photovoltaïque, donc du panneau solaire. Hein. On a diminué les coûts de 80% depuis 2010. Et je vous dirais que, compte tenu de la Chine, qui a une capacité de production plus que 3 fois plus grande que ce qu'on consomme en panneaux solaires dans le monde par année, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une pression à la baisse sur ces prix. On est maintenant rendu autour de 10 sous US par watt pour la production, donc on peut s'attendre à des diminutions encore pendant quelques années. Mais là où on peut espérer des plus grandes diminutions de coûts, c'est dans le coût d'installation. Donc oui, il y a le coût du panneau solaire, on a l'onduleur, on a les supports, on a l'installation. Donc, tout ça ensemble, au niveau résidentiel, sans batterie, on parle de coûts de 2,40 $ à 2,60 $ par watt. Donc, un système de taille moyenne, disons 4 kW, qui fait 20 mètres carrés sur la maison, on devrait tourner autour de 10 000 $ pour le système, sans batterie. Donc, OK, 10 000 $ pour un système de 4 kW. Donc, mais ça représente quoi en coût du kilowattheure? 5 minutes. Donc, en fait, le coût se situe entre 8,2 sous et 8,8 sous. Donc, une économie d'échelle. Plus le système est gros, plus le prix du kilowattheure sera petit. Donc, ça, c'est sur la durée de vie du système, sur les 30 ans du système. Donc, quand on compare le tarif D, la deuxième tranche, qui est la tranche affectée par le kilowattheure solaire, mais on constate que, regardez vos factures d'électricité, vous allez voir que depuis le 1er avril, le tarif est de 10,34 sous par kilowattheure. Donc, on est maintenant inférieur au coût du réseau, en supposant que, naturellement, qu'il n'y ait pas d'ombrage sur le système, qu'on ait payé le système à un prix entre 2,40 $ et 2,60 $ kW, et que le financement, le taux de financement soit intéressant. Et là-dessus, je vais avoir une petite remarque un peu plus loin. Maintenant, en termes d'impact environnemental, hein, on parle des énergies renouvelables. C'est sûr que l'hydroélectricité présente des grands avantages. Est-ce qu'on garde le même type d'avantages du point de vue de l'empreinte carbone? Et pour vous expliquer ça, je vous montre un graphique ici de justement de l'empreinte carbone sur la durée de vie du système. En gros, on peut diviser les technologies en deux familles. Il y a les combustibles fossiles, donc le charbon qui produit 1000 grammes d'émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure, le diesel dans le Grand Nord au Nunavik qui en produit 750 par kilowattheure et le gaz naturel qui en produit environ 500 par kilowattheure. Donc, on a les combustibles fossiles d'un côté et on a les énergies renouvelables de l'autre. Donc, qui sont en général, je vous dirais, autour de 60 grammes par kilowattheure. Donc, on réduit de 95% les émissions de gaz à effet de serre quand on passe aux énergies renouvelables. Ensuite de ça, l'hydroélectricité au fil de la rivière, comme à Beauharnois, arrive même à réduire 99% des émissions. Mais il faut voir que la plupart de notre électricité est produite par des systèmes, des barrages avec réservoirs. Donc, on se situe plus à ce niveau-ci quand on tient en compte la phase de gestion de fin de vie du barrage. Mais, somme toute, oui, le solaire PV peut conserver les avantages de l'hydroélectricité, d'avoir une faible empreinte carbone. En ce qui concerne maintenant le recyclage, on entend souvent aussi des questions, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces panneaux solaires-là? En ce moment, la technologie existe pour recycler 95% des matériaux d'un module, donc le verre, l'aluminium, le silicium. Mais on n'a pas d'usine encore au Canada parce qu'on n'a pas assez de volume de panneaux solaires à recycler. On peut s'attendre au fil des ans, à l'horizon 2030 et plus, on aura un volume suffisant à recycler et donc on pourra à ce moment-là mettre en place des usines de recyclage comme il existe ailleurs dans le monde, 177 usines à travers le monde. Néanmoins, d'ici là, on peut garder en tête que c'est quand même un problème qui est gérable. On arrive à gérer nos déchets municipaux et dans le pire des cas, les déchets dus aux panneaux solaires, c'est d'un facteur 100
au moins aux 500 plus petits que la gestion des déchets municipaux. Donc, j'arrive à la fin. Point de vue des ressources, parfois les gens me demandent, OK, est-ce qu'il y a un module PV qui est meilleur qu'un autre? Je vous dirais non, tant que c'est certifié à la norme de qualité. Donc, la C61215, qui a un petit logo C derrière soit CSA, UL ou TUV. Donc, ça montre que le module a été testé. 30 tests, résistance à la grêle, résistance à la neige, gel, dégel. Donc, faut s'assurer que le module est certifié du point de vue qualité. Certifié du point de vue aussi de la sécurité, donc du point de vue sécurité par rapport à l'électricité, par rapport à la manipulation mécanique post-coupée, sécurité par rapport au feu. Donc, le module va prendre feu, mais il accélérera pas la propagation des flammes. Donc, ça, c'est assuré par la norme 61730. Au niveau de l'onduleur, c'est la 107.1 ou la 62109. Et pour l'installation, l'installateur, c'est fait par un développeur régulier, mais l'interconnexion au panneau électrique doit être faite par un électricien certifié. Et l'installation doit être faite conforme au Code de construction du Québec, donc le chapitre 5 sur l'électricité. Pour ceux et celles qui veulent plus de ressources, je vous invite à contacter ou à consulter le répertoire d'énergie solaire Québec, qui est un répertoire qui fait la liste de tous les installateurs et consultants compétents en énergie solaire au Québec. Il y a aussi l'Association canadienne de l'énergie renouvelable qui a produit un guide qui devrait bientôt être traduit en français qui répète un peu le même genre d'informations que je vous donne ici aujourd'hui. Donc, les grandes questions sur l'énergie solaire photovoltaïque. Et finalement, bon, un petit coup de pouce financier, c'est toujours apprécié. À ma connaissance, à ce moment, il n'y a pas de mesure de subvention comme telle, mais il y en a déjà eu dans le passé. Et en ce moment, au niveau fédéral, il y a les prêts canadiens pour les maisons plus vertes. Donc, un prêt maximum 40 000 remboursement sans intérêt en 10 ans. Donc ça affecte beaucoup l'aspect financier, là, le retour sur investissement du projet, si on peut avoir un financement sans intérêt. Ce que j'entends aussi, c'est qu'Hydro-Québec, dans les prochaines années, va mettre en place un programme d'aide, peut-être d'ici 2 ans, qui sera disponible pour justement aider là, les propriétaires de maisons là, à installer des systèmes solaires sur leur maison. Donc, ça résume, en gros, ce que je voulais vous transmettre comme information aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une période de questions, mais juste pour m'assurer que ma collègue elle ait le temps de présenter son matériel, peut-être qu'on peut prendre les questions à la fin, et je vais passer la parole donc à Diane. Merci.